Bonjour à tous, moi je suis Antonio Ferreira, je suis interne actuellement en anesthésie à l'hôpital Antoine Béclair et je vais vous parler de l'hyperemesis gravidarum, ou l'hyperemes gravidique, un topo qui a été encadré par le docteur Nadège de Mars. Les nausées et vomissements gravidiques sont des symptômes qui sont très fréquents, qui concernent jusqu'à 90% des femmes enceintes, qui débutent généralement donc, au premier trimestre vers la 6e semaine d'aménorrhée et qui vont diminuer à partir de la 16e, 20e semaine d'aménorrhée. Leur forme sévère et réfractaire au traitement, c'est l'hyperemesis gravidarum. C'est une pathologie qui concerne 0,3 à 3% des parturientes pour une moyenne à 1,5%. Une pathologie qui peut être de source de mortalité maternelle, avec des décès, le premier rapporté dans la littérature, qui était en 1706, mais on se doute bien qu'il y en avait d'autant plus avant ça. Les nausées vomissements gravidiques classiques ne vont pas entraîner de perte de poids ou alors très légère. Les femmes vont avoir des apports qui sont adaptés et qui ne vont pas limiter les activités de la vie quotidienne. Les symptômes sont facilement contrôlables par les changements diététiques, une bonne hygiène de vie, et les symptômes vont rapidement s'atténuer à partir de la 14e semaine. Au contraire, l'hyperemes gravidique, on va avoir un retentissement clinique avec une perte de poids de plus de 5%, des apports qui vont être insuffisants pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec une limitation des activités de la vie quotidienne et qui vont être source d'hospitalisation, et des symptômes qui vont être beaucoup plus longs, qui peuvent durer toute la grossesse et beaucoup plus intenses. Dans ce sens, il y a différentes guidelines qui ont été établies, dont le point commun pour l'ensemble d'entre elles, c'est la perte de poids de plus de 5%, la déshydratation, les troubles électrolytiques, et on retrouve assez souvent également la cétonurie. Pour la physiologie, la physiopathologie de l'hyperemes gravidique, c'est une physiopathologie qui n'est pas très connue, qui commence maintenant pour lesquels on commence à avoir plus de données. Notamment, il y a, je ne sais pas si on voit du cours diapo, mais tout en haut, c'est la part héréditaire de l'hyperemes gravidique, puisqu'on s'est rendu compte que les femmes dont la mère avait une hyperemes gravidique étaient 3 fois plus à risque d'en développer une elle aussi. Lorsque c'était la sœur qui était atteinte, ce risque était 17 fois plus important d'avoir une hyperemes gravidique. Il y a le rôle de l'hyperthyroïdie de début de grossesse. Pour rappel, en début de grossesse, il y a une hyperthyroïdie physiologique qui est liée à la sécrétion de la bêta-HCG, qui a un effet TSH-like à cause de leur analogie de structure, qui va donc entraîner une synthèse accrue des hormones thyroïdiennes. Et on s'est rendu compte que dans l'hyperemes gravidique, cette synthèse était d'autant plus importante, notamment dans cette revue systématique. Les femmes qui présentaient une hyperemes gravidique avaient 27,4% d'hormones T3 en plus par rapport à une parturiente sans hyperemes gravidique, et 39% en plus de T4. Récemment, on a aussi montré une association entre l'infection à Helicobacter pylori et l'hyperemes gravidique. On ne comprend pas d'où vient cette association, pourquoi est-ce que ça entraîne des nausées, mais on a cette revue, cette méta-analyse qui a montré, qui portait sur 10 000 patientes, qui a montré une association significative entre les femmes qui avaient une hyperemes gravidique et une infection à Helicobacter pylori. Et enfin, le rôle du placenta, qui a maintenant été de plus en plus vécu, notamment via la synthèse en début de grossesse de 2 hormones, c'est l'IGF-BP7 et la GDF15. C'est 2 hormones qui sont nécessaires à l'implantation du placenta dans l'utérus et qui vont agir au niveau du tronc cérébral et entraîner une diminution de la vidange gastrique, vont entraîner une anorexie et augmenter les nausées. Et donc, c'est les femmes qui avaient une hyperemes gravidique, avaient ces 2 hormones et qui étaient augmentées en proportion par rapport à une femme qui n'en avait pas d'hyperemes gravidique. Le rôle des œstrogènes et de la progestérone, notamment, qui est produite par le placenta, qui va agir au niveau de l'estomac, ralentir la vidange gastrique, relâcher le sphincter inférieur de l'œsophage et donc entraîner les vomissements. Et le rôle de l'HCG, qui, par plusieurs voies, notamment la voie d'hyperthyroïdie, mais pas que, on avait associé pendant très longtemps le pic d'HCG à l'hyperemes gravidique. Mais sur ce plan-là, on est en train de reculer, puisque les études qui sont sorties plus récemment ne montrent pas vraiment d'association, en tout cas moins qu'avant, entre le pic d'HCG et l'hyperemes gravidique. Toute femme
qui consulte aux urgences pour des vomissements réfractaires n'a pas forcément une hyperémèse gravidique. Et ça, c'est très important d'avoir en tête, puisqu'il y a des diagnostics différentiels qu'il faudra écarter, notamment plein de pathologies gastro-intestinales, neurologiques, endocriniennes, des prises médicamenteuses comme le fer qui est très fréquent dans cette population de patients, les pathologies psychiatriques sous-jacentes et surtout éliminer une pathologie gravidique sous-jacente comme la grossesse molaire qui est source de vomissements très intenses et être sûr qu'il n'y a pas non plus une prééclampsie sous-jacente. Il y a le CNGOF qui a établi des recommandations pour faire le diagnostic d'hyperémèse gravidique. Notamment, on établit le diagnostic lorsqu'il y a une perte de poids de plus de 5%, ou que la patiente a une déshydratation, ou bien que le score PUC, qui est un score de nausée-vomissement, est supérieur à 7. Lorsqu'on a ces critères, il faut réaliser un iono et une créatinine avec une BU pour vérifier si on a des critères d'hospitalisation qui sont la perte de poids de plus de 10%, la déshydratation, le score PUC supérieur à 13, l'hypokaliémie et l'hyponatrémie sévère et l'insuffisance rénale aiguë. Si on est dans ces critères-là et qu'il y a besoin d'une hospitalisation, on est dans le cas de nausées-vomissements sévères, il faudra réaliser en plus un bilan complémentaire tel qu'un bilan hépatique, un bilan thyroïdien pour être sûr qu'il n'y a pas des pathologies sous-jacentes comme les hépatites, une hépatite aiguë ou une thyrotoxicose. Donc, bien qu'on ait connu, l'hyperémèse gravidique peut entraîner beaucoup de pathologies. On a tout d'abord le versant de la déshydratation qui elle-même pourra conduire à une insuffisance rénale aiguë, les troubles électrolytiques et les arrêts cardiaques à l'extrême sur l'hypokaliémie sévère. Les carences vitaminiques, comme la carence en B1, vitamine K, qui va entraîner des malformations, des encéphalopathies de Gaillet-Wernicke, on en parlait, les coagulopathies et les cas d'anémie. Ensuite, on a également observé que les hyperémèses gravidiques étaient associées à un plus haut taux pourcentage de dysfonction placentaire, comme les prééclampsies, les décollements placentaires et les naissances de bébés de petit poids. On a toutes les complications des vomissements également, comme les pneumothorax, les pneumomédiastins qui sont liés à l'hyperpression abdominale sur les vomissements, les hémorragies rétiliennes, les syndromes de Mallory-Weiss, les dénutritions et les ruptures œsophagiennes qui ont été également décrites. À long terme, on pourra avoir une augmentation des risques cardiovasculaires, bien qu'étonnant. Il y a une étude dont on va parler qui a montré du coup cette association. Aussi une augmentation du risque de cancer de la thyroïde, de la vessie et colorectale. Et on observe souvent chez ces patientes une cytolyse hépatique à l'admission qui n'est pas très bien comprise. On ne sait pas pourquoi il y a cette cytolyse hépatique, en dehors de tout cas d'hépatite, qui va compliquer, elle n'a pas vraiment de manifestation clinique, elle va surtout compliquer le diagnostic par rapport au diagnostic différentiel. On va tout d'abord s'attarder au cas de la dysfonction placentaire qui complique un hyperémesis gravidarum. Donc on s'est longtemps douté de cette association de l'hyperémèse gravidique qui pouvait entraîner une prééclampsie, un décollement placentaire, donner naissance, des femmes qui donnaient naissance à des bébés de petit poids et une association avec les morts fétales. On a donc cette étude. C'est une cohorte suédoise de grande ampleur qui a porté sur 1 100 000 patientes à peu près, dans le groupe dans lequel 2270 patientes ont présenté une hyperémèse gravidique, ce qui correspondait à 1,1% des patientes. Ces patientes, on les a séparées en deux groupes. Un groupe où lorsque l'hyperémèse gravidique est survenue au premier trimestre, et le deuxième lorsqu'elle survenait au deuxième trimestre. Ça a son importance pour la suite. Et on s'est attaché aux critères de jugement qui étaient la survenue d'une prééclampsie, le décollement placentaire, la mort fétale après 28 semaines et la naissance de bébés de petit poids. Tout d'abord, en ce qui concerne la prééclampsie, il n'y a pas dans cette étude d'association significative entre l'hyperémèse gravidique et la survenue d'une prééclampsie après la 37e semaine. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que globalement, il y a quand même un risque plus important de prééclampsie, quel que soit le terme, en cas d'hyperémesis gravidarum. Mais surtout, dans le sous-groupe de prééclampsie qui sont survenus avant 37 semaines, on retrouve cette association entre prééclampsie
et hyper-MS gravidique. Et puis, on voit qu'au deuxième trimestre, lorsque l'hyper-MS gravidique survient au deuxième trimestre, on retrouve une association entre hyper-MS et prééclampsie. Et c'est là le cas où on a l'association la plus forte avec une stratégie de 2,09 dans ce cas-ci. En ce qui concerne les décollements placentaires, il y a une association globale entre hyper-MS gravidique et décollement placentaire. Cette association n'est pas retrouvée lorsque l'hyper-MS gravidique arrive au premier trimestre. Par contre, on la retrouve de nouveau quand elle survient au deuxième trimestre. De même, pour les naissances de bébés de petit poids, on retrouve une association globale entre hyper-MS gravidique et naissance de bébés de petit poids. Cette association n'est pas présente lorsque l'hyper-MS arrive au premier trimestre. Par contre, on la retrouve de nouveau quand l'hyper-MS gravidique débute au deuxième trimestre. Et en ce qui concernait la mort fœtale, la survenue d'une mort fœtale, on n'a pas du tout retrouvé d'association entre l'hyper-MS gravidique qui provoquerait de mort fœtale. Donc pour conclure sur cette étude, l'hyper-MS gravidique, on retrouvait une association avec la survenue de prééclampsie, de décollement placentaire et bébé de petit poids. Et la survenue au deuxième trimestre de l'hyper-MS gravidique était un facteur de gravité qui prédisposait plus à développer ce genre de complications. Un autre versant de complications d'hyper-MS gravidique, c'est les carences, notamment les carences en vitamine K. Donc on a cette étude qui porte, du coup, c'est une revue systématique qui a inclus 15 études, 14 case reports et une cohorte prospective pour un total de 130 patientes qui présentaient donc une carence en vitamine K et qui ont présenté pour 4 d'entre elles des épisodes de coagulopathie et d'hémorragie. 2 d'entre elles, c'était des saignements modérés, à type d'épistaxis, de méléna, métrorragie, hématurie. On a eu un cas dans les 130 patientes d'épistaxis sévère de plus d'1 litre et un cas d'hémopéritoine sur un myome qui a saigné 400 ml qui avait dû bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Sur le versant fœtal, on a 2 cas d'hémorragie intracrânienne, dont une à 17 semaines d'aménorrhée qui avait conduit à une IMG et un cas qui a été détecté en postpartum qui avait conduit à des séquelles à type épilepsie. Et ce qui est plus étonnant et assez fréquent tout de même, c'est les cas d'embryopathie. Sur ces 130 parturientes, on a eu 14 cas d'embryo et fœtopathie, et les études génétiques sont revenues normales, ce qui conduisait à conclure conclure que la cause de cette embryopathie était la carence en vitamine K. La carence en vitamine B1, elle va être responsable d'une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Non, les prodromes étaient les nausées, les vomissements, l'anorexie, qui sont des symptômes qui sont naturellement présents dans l'hyper-MS gravidique, donc difficile de faire la part des choses. On avait également de la diplopie du flou visuel, et ça pouvait entraîner à la triade constituée de l'encéphalopathie Gaillet-Wernicke avec les troubles oculaires, les musculophthalmoplégie, les confusions, les troubles de la vigilance et l'ataxie. Dans cette étude, dans cette revue, on avait 177 cas d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke avec un âge moyen de 27 ans pour les parturientes, qui vomissaient depuis en moyenne 6,9 semaines avec une perte en moyenne de 12,1 kg et ça survenait à 15,3 semaines d'aménorrhée en moyenne. Pour la morbide mortalité fœto-maternelle, sur le versant maternel, l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke était responsable de 5% de mortalité maternelle et de séquelles cognitives. Lorsque le bébé, le fœtus, était décédé, c'était associé à plus de séquelles cognitives maternelles, alors que quand il survivait, on avait moins de séquelles cognitives maternelles. Sur le versant fœtal, on avait, en cas de survenue d'une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, 50% des grossesses menaient à une fausse couche. Et lorsque le fœtus survivait, c'était les cas où la femme avait vomi depuis moins de temps par rapport à la survenue d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Je ne l'explique pas très bien, mais les vomissements duraient en moyenne 6,9 semaines. Quand ça durait moins de temps, c'était avant la survenue d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, c'était associé à une plus longue, plus haute survie fœtale.
les cas de rhabdomyolyse. On a 4 case reports qui ont rapporté des rhabdomyolyses, des patients qui avaient entre 20 et 36 ans, qui présentaient des nausées, des vomissements sévères qui évoluaient depuis plusieurs semaines, qui ont consulté sur une symptomatologie de myalgie, faiblesse musculaire. À la condition, elles avaient une hypokaliémie, une hypophosphorémie, une élévation des CPK et des LDH, et chez qui on a donc diagnostiqué une rhabdomyolyse après exclusion de toutes les autres causes possibles. Leur prise en charge avait été une réhydratation, vitaminothérapie, nutrition entérale, ce qui avait conduit à une amélioration des troubles de la rhabdomyolyse et des troubles électrolytiques et une poursuite de la grossesse sans conséquence par la suite. Un peu plus étonnant et intéressant, c'est l'augmentation à long terme du risque cardiovasculaire. On a cette étude de grande ampleur québécoise qui a inclus 1 400 000 patientes, à peu près. Des patientes chez qui, desquelles on a exclu les femmes qui avaient au préalable une pathologie cardiovasculaire. Et on s'est donc intéressé à rechercher une association entre l'antécédent d'hyperémèse gravidique ou de prééclampsie et la survenue plus tard d'une pathologie cardiovasculaire. Et donc, on a cette courbe ici, où en abscisse, on a les années de suivi. On a ordonné l'incidence de pathologie cardiovasculaire. Et on a donc la survenue normale, l'évolution normale des pathologies cardiovasculaires au cours de la population. Lorsque les femmes avaient un antécédent d'hyperémésis, on avait une augmentation du risque de survenue de ces pathologies-là. Quand c'était un antécédent de prééclampsie, ce risque était plus important, et quand c'était une association des deux, donc d'hyperémèse gravidique et de prééclampsie, ce risque était encore plus important. Les pathologies, ça pouvait être des cardiomyopathies, des cas d'insuffisance cardiaque, des troubles de la conduction, des valvulopathies. On avait également une augmentation du risque d'embolie pulmonaire à long terme. Donc, comment on les traite, ces patientes ? Dans les cas où on a des cas d'hyperémèse gravidique qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, on a des traitements de première ligne qui sont le gingembre, la vitamine B6, l'acupuncture et l'acupression, qu'on pourra également utiliser dans les autres cas, et l'aromathérapie. Les 3 premiers ont des niveaux de preuve qui sont assez faibles, mais qui sont quand même avérés. L'aromathérapie, plus tellement. Et l'acupression, comme on va le voir, peut également être utilisée plus tard. Chez les patients qui devaient être hospitalisés, donc il y avait une hyperémèse compliquée, on utilisait principalement les anti-émétiques, comme les antihistaminiques, ondansetron, le métoclopramide, et la réhydratation intraveineuse. Et surtout, ne pas oublier, en cas de réhydratation intraveineuse, la supplémentation par une vitaminothérapie, notamment la vitamine B1, pour prévenir les cas d'encéphalopathie de Guéhet-Wernicke. Et si, malgré tout ça, les vomissements étaient toujours réfractaires, ils sont toujours réfractaires, on peut avoir recours aux corticoïdes, la gabapentine, qui est un peu en essor dernièrement, on va en discuter également, la nutrition entérale et parentérale, et la clonidine transdermique. Pour la gabapentine, il y a cet essai contrôlé randomisé de 2020, qui portait sur 21 patientes. 9 ont été incluses dans le groupe contrôle, donc anti-émétique classique, et 12 dans le groupe gabapentine. Les critères de jugement, le principal, c'était la diminution du score de nausée, et on voyait qu'on avait une diminution de 52% des nausées vomissements dans le groupe gabapentine, avec des résultats qui étaient significatifs. Sur les critères de jugement secondaires, qui était le score de nutrition, on avait également une augmentation de ce score de 31%, c'est-à-dire que les patients pouvaient manger de plus en plus et des aliments de plus en plus solides, et le score de satisfaction des parturientes était augmenté de 254%, ce qui n'était pas négligeable. Quelque chose un peu de beaucoup moins connu, c'est l'acupression, qui est différente de l'acupuncture. On va montrer comment ça fonctionne. Donc, cette étude aussi contrôlée, randomisée, a inclus 90 patientes, 45 dans chaque groupe. Donc un groupe contrôle où on avait recours aux antiémétiques classiques, et le groupe acupression où on pouvait avoir recours à ces antiémétiques, mais en plus il y avait l'acupression. On avait inclus les patients qui présentaient une cétonurie, une perte de poids, des vomissements réfractaires et qui étaient hospitalisés.
L'acupression consistait à porter un bracelet 10 minutes avant chaque repas au niveau du poignet et au niveau duquel il y avait un point spécifique qui allait comprimer le point P6, qui était celui-ci, là où il y avait le petit point rose. On le portait 10 minutes avant chaque repas et on mesurait le score de nausée les premières 24 heures, toutes les 8 heures. À l'admission, donc on a ici, à l'admission, dans les deux groupes, l'acupressure et le groupe contrôle, la répartition des nausées était similaire dans les deux groupes. Il n'y avait pas de nausées légères, il n'y avait que des nausées modérées et sévères. Et on voit que lorsque on avance dans le temps, notamment à 8 heures, il y a déjà moins de nausées. Donc dans le groupe contrôle, 100% des patientes ont des nausées modérées. Alors que dans le groupe acupressure, 73% ont des nausées modérées et 26% d'entre elles ont déjà des nausées moins importantes, légères. Et quand on avance dans le temps, la tendance se confirme puisque à 24 heures, 93% des patientes n'ont plus que des nausées légères, 6% d'entre elles ont des nausées modérées, alors que dans le groupe contrôle, donc sans acupressure, il y en a 60% qui ont des nausées légères et 40% qui ont encore des nausées modérées. Pour les critères de jugement secondaires, c'était la durée de la cétonurie qui était le reflet de la cétose de jeûne, donc la capacité des patientes à se nourrir. Et on a pu mettre en évidence que dans le groupe acupressure, on avait une diminution de la durée de cétonurie qui était, on avait une résolution de cette cétonurie à 21 heures pour le groupe acupressure, alors qu'elle durait 27 heures dans le groupe contrôle. En ce qui concerne le recours aux antiémétiques, 100% des patientes du groupe contrôle avaient demandé 3 fois par jour des antiémétiques, alors que dans le groupe acupression, 26% des patientes n'ont pas du tout demandé d'antiémétiques, 53% d'entre elles ont demandé des antiémétiques une fois dans la journée, et 20% d'entre elles l'ont demandé 2 fois. Donc on avait quand même des résultats qui étaient encourageants. Donc, l'hyperémèse gravidique, c'est, comme vous le voyez, bien que peu connu, ça peut être source surtout d'handicap maternel. On va avoir un vécu maternel qui va être très traumatique. Les critères d'hospitalisation, on le rappelle, c'est la perte de poids de plus de 10%, la déshydratation, l'hyponatrémie et l'hypokaliémie sévère, l'insuffisance rénale aiguë et le score de PUC qui est supérieur à 13. La pierre angulaire des traitements, ça va être les antiémétiques avec la réhydratation et surtout, il ne faut pas oublier la vitaminothérapie, la supplémentation en vitamine B1. Et il faut proscrire l'isolement. L'isolement, c'est quelque chose qui remonte avant les années 1900, l'époque où les patientes qui étaient atteintes d'hyperémèse gravidique étaient considérées comme hystériques et atteintes de troubles psychiatriques, et raison pour laquelle on les enfermait dans une pièce, dans le noir, avec une privation de tous les stimuli extérieurs. Et c'est quelque chose qui traîne encore dans les pratiques actuelles, bien que maintenant ça ne soit plus du tout recommandé, il n'y a aucune preuve de cette efficacité, et ça augmente surtout le traumatisme maternel. Donc c'est à proscrire, et au contraire, favoriser un accompagnement, un soutien psychologique des patientes, et leur proposer également des associations de patientes qui se sont mises en place. Donc, merci.